Imagine un dieu né le matin qui, avant la fin de la journée, avait déjà volé tout un troupeau de bétail à son propre frère. Imagine une divinité qui était le patron des marchands, mais aussi le protecteur des voleurs et des escrocs. Imagine le messager des dieux, celui qui portait les messages entre le ciel et la terre, mais dont les premiers mots furent un mensonge. Ce dieu était Hermès, l'une des figures les plus fascinantes et contradictoires de la mythologie grecque. Comment est-il possible qu'un être incarnant la tromperie, la ruse et le vol soit devenu l'un des dieux les plus vénérés de la Grèce antique? Pourquoi lui confiait-on les messages les plus importants, alors que tous savaient qu'il était maître dans la manipulation de la vérité? Et que nous révèle son histoire sur notre propre nature, sur les frontières entre sagesse et ruse, entre intelligence et tromperie? Les réponses à ces questions nous mèneront plus loin que nous ne l'imaginons. Hermès n'est pas seulement un personnage antique de mythes lointains. C'est un archétype vivant en chacun de nous, et son histoire peut nous aider à comprendre ces parties de notre âme que nous cachons souvent au monde et à nous-mêmes. Hermès naquit dans une grotte du mont Silène, fils de Zeus et de la nymphe Maïa, l'une des Pléiades. Sa mère vivait retirée, loin des regards d'Héra, l'épouse jalouse de Zeus, et leur fils naquit en secret. Mais dès les premières heures de sa vie, Hermès montra qu'il ne serait pas un enfant ordinaire. Selon la légende, Hermès sortit de son berceau quelques heures seulement après sa naissance. Cela en soi était remarquable, mais ce qui suivit fut encore plus extraordinaire. Le nouveau-né Dieu trouva une tortue, reconnut immédiatement le potentiel dans sa carapace et créa la première lyre, l'instrument à cordes qui devint le symbole de la musique et de la poésie grecque. Karl Kérény, éminent spécialiste de la mythologie grecque, écrit « La naissance d'Hermès est une histoire de transformation instantanée. Dès son plus jeune âge, il possédait la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, de reconnaître les possibilités cachées dans les choses ordinaires. Cette qualité, la capacité de voir au-delà de l'apparent, l'accompagna toute sa vie. Mais Hermès ne se contenta pas de créer la lyre. Cette même nuit, il partit en voyage et vola le troupeau d'Apollon. Et la manière dont il procéda démontre son ingéniosité rusée. Hermès poussa le bétail à reculons, de sorte que les empreintes conduisaient dans la mauvaise direction, et se fabriqua des sandales spéciales cachant ses propres traces. Quand Apollon finit par le découvrir et le confronter, le nouveau-né Dieu feignit l'innocence avec une sincérité parfaite. « Comment aurais-je pu voler ton bétail ?» demanda-t-il. « Je ne suis né qu'hier. » Cette scène illustre parfaitement la nature d'Hermès. Il était capable de mentir de manière si convaincante que cela semblait presque crédible, même lorsque le mensonge était totalement évident. Walter F. Otto, expert en religion grecque, observe « Les mensonges d'Hermès n'étaient pas de simples tromperies. Il reconnaissait que la frontière entre vérité et mensonge est beaucoup plus floue que nous le pensons. La réalité dépend toujours de la perspective. Et Hermès était maître dans l'art de changer les perspectives. Zeus dut finalement intervenir dans le conflit entre Apollon et Hermès. Au lieu de punir le jeune dieu pour le vol et le mensonge, il fut fasciné par l'inventivité et la créativité d'Hermès. Hermès sortit alors la lyre qu'il avait construite et commença à en jouer. La musique était si belle qu'Apollon offrit immédiatement d'échanger tout le troupeau contre cet instrument. Cet échange a une signification symbolique profonde. Hermès donna la lyre, l'instrument de l'art et de l'inspiration, en échange de richesses matérielles. Mais il ne s'arrêta pas là. Il créa aussi la flûte de Pan, et quand Apollon voulut également l'obtenir, Hermès reçut en échange le bâton d'or d'Apollon, qui devint plus tard le fameux caducée,
le bâton d'Hermès enroulé de 2 serpents. Jane Ellen Harrison, spécialiste de la religion et mythologie grecque, écrit « Cet échange entre Apollon et Hermès ne fut pas seulement une transaction, mais la rencontre de 2 philosophies de vie différentes. Apollon était le dieu de l'ordre, de l'harmonie et de la lumière. Hermès était le dieu du mouvement, du changement et du franchissement des frontières. Lorsqu'ils échangèrent leurs dons, tous 2 s'enrichirent de quelque chose qui leur manquait. Zeus fut si impressionné par les capacités d'Hermès qu'il le nomma messager des dieux. Dès lors, Hermès fut celui qui transmettait les messages entre les dieux et les hommes, qui les portait d'un monde à l'autre. Mais ce rôle avait une signification beaucoup plus profonde qu'un simple service de livraison. Hermès devint la figure capable de franchir les frontières. Il franchissait la frontière entre Dieu et mortels. Il franchissait la frontière entre vivants et morts quand il accompagnait les âmes dans l'au-delà. Il franchissait les frontières géographiques comme patron des marchands et voyageurs. Et, ce qui est peut-être le plus important, il franchissait aussi la frontière entre vérité et mensonge. Norman O'Brown, philosophe et spécialiste de mythologie, observe « L'essence d'Hermès réside dans le franchissement des frontières. Il est l'intermédiaire qui nous montre que le monde ne fonctionne pas en catégories blanches et noires. Les frontières que nous considérons comme fixes sont en réalité perméables, et Hermès est celui qui nous apprend à naviguer dans ces espaces intermédiaires. L'un des rôles les plus importants d'Hermès était d'être psychopompe, guide des âmes. Quand quelqu'un mourait, Hermès était celui qui accompagnait l'âme dans l'au-delà, dans le royaume d'Hadès. Ce rôle était extrêmement important car il garantissait que les âmes des morts trouvent que le chemin et ne vagabondent pas sans but dans le monde. Mais ce rôle aussi était plein de contradictions. Hermès, connu pour ses mensonges, avait maintenant pour tâche de guider sincèrement et justement les âmes vers leur dernier repos. Pourquoi les dieux et les hommes lui faisaient-ils confiance dans ce moment critique? La réponse réside peut-être dans le fait qu'Hermès comprenait la nature de la transition. La mort n'est pas une simple fin, mais une transition d'un état à un autre. Et les transitions sont toujours ambiguës, toujours incertaines. Hermès, qui était lui-même seigneur des frontières, comprenait parfaitement cette ambiguïté. Son rôle dans le commerce révèle aussi des contradictions intéressantes. Hermès était le dieu des marchands, des voyageurs et des routes, mais en même temps, il était le patron des voleurs. Comment cette contradiction est-elle possible? La réponse réside dans le fait que les anciens Grecs reconnaissaient qu'entre commerce et vol, il y a une frontière très mince. Les deux concernent le mouvement des valeurs. Les deux sont basés sur la reconnaissance des opportunités et l'action rapide. La seule différence réside dans l'acceptabilité sociale. Marcel de Thienne, historien et anthropologue français, écrit « Hermès incarne la conscience que les catégories morales ne sont pas absolues. Les Grecs savaient parfaitement qu'un marchand intelligent et un voleur habile utilisent les mêmes capacités. La seule différence est dans le contexte et l'acceptation des règles sociales. Une autre qualité importante d'Hermès était la métisse, l'intelligence rusée. Cela ne signifiait pas seulement l'intelligence, mais la capacité de s'adapter rapidement, de reconnaître les opportunités et de trouver des solutions même dans des situations que d'autres considéreraient comme désespérées. La métisse est le type d'intelligence qui ne concerne pas le respect des règles, mais leur contournement créatif. C'est l'intelligence qui n'accepte pas les frontières telles qu'elles semblent être, mais qui cherche toujours la faille, la solution, le chemin. Si cette histoire d'Hermès t'intéresse et que tu veux plonger encore plus profondément dans les mystères de la sagesse antique, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Dans les prochaines vidéos, nous révélerons beaucoup d'autres secrets similaires
qui peuvent éclairer ton chemin spirituel d'une nouvelle manière. Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la pensée grecque, observe. La métisse était la qualité la plus importante d'Hermès. Elle n'est pas moralement neutre, car elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Mais cette intelligence est indispensable dans ces situations où les approches traditionnelles ne fonctionnent pas. Le rôle d'Hermès dans l'au-delà est particulièrement intéressant du point de vue de la réincarnation. Si Hermès accompagnait les âmes dans l'au-delà, que se passait-il ensuite? Même si dans la mythologie grecque, il n'y avait pas d'enseignement élaboré sur la réincarnation, dans les mystères orphiques et plus tard chez les pythagoriciens, cette idée était déjà apparue. Selon certaines interprétations, Hermès ne conduisait pas seulement les âmes dans l'au-delà, mais les en ramenait aussi quand elles devaient renaître. Ce rôle aurait été la suite logique de sa fonction d'intermédiaire, puisqu'il était le seul capable de franchir les frontières dans les deux sens. Peter Kingsley, spécialiste de philosophie et religion antique, écrit « Le rôle d'Hermès dans la transmigration des âmes a pu être central dans ses enseignements restés cachés de la mythologie publique. Il était le seul Dieu pouvant se déplacer librement entre tous les mondes. Il était donc naturel qu'il aide aussi les âmes dans la Renaissance. » La tradition hermétique, qui porte le nom d'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire 3 fois grand Hermès, lui donna par la suite une signification spirituelle encore plus profonde. Cette tradition fusionna l'Hermès grec avec le Thoth égyptien, le dieu de la sagesse et de la magie. Les écrits hermétiques, en particulier le Corpus Hermeticum, contiennent des enseignements devenus la base des traditions gnostiques et alchimiques. Ces textes enseignaient que l'homme porte en lui l'étincelle divine et qu'avec la connaissance et la pratique appropriée, il peut atteindre la divinité. Francis A. Yates, spécialiste de l'hermétisme de la Renaissance, écrit « La tradition hermétique présenta Hermès non seulement comme un rusé trickster, mais aussi comme porteur de la plus haute sagesse. Cette transformation montre que la même figure fut capable d'incarner à la fois la ruse humaine et la connaissance divine. L'un des éléments centraux des enseignements hermétiques était la fameuse table d'émeraude, qui aurait été l'œuvre d'Hermès Trismégiste. La phrase la plus célèbre de la table dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle de la chose unique. » Cette phrase résume de manière concise la vision du monde hermétique. Tout est connecté à tout. Le macrocosme se reflète dans le microcosme et vice-versa. Et Hermès, qui pouvait franchir toutes les frontières, comprenait parfaitement cette connexion. Dans la tradition alchimique, Hermès joua un rôle crucial. Les alchimistes considéraient Hermès Trismégiste comme leur maître et cherchaient à comprendre et appliquer la sagesse qu'il avait transmise. L'alchimie ne concernait pas simplement la transformation du plomb en or, mais la transformation de l'âme. Carl Gustav Jung étudia profondément les symboles alchimiques et reconnut en eux le processus de transformation psychologique. La figure d'Hermès dans ce contexte représentait le mercure, qui est fluide, changeant, insaisissable, mais indispensable à la transformation. Jung écrit « Le mercure dans l'alchimie est l'héritage d'Hermès. C'est l'élément paradoxal qui est à la fois empoisonné et guérisseur, insaisissable et indispensable. Pendant la transformation de l'âme, nous devons traverser cette phase de mercure où tout devient incertain, où les anciennes frontières se dissolvent avant que la nouvelle forme puisse naître. La connexion entre Hermès et le langage est aussi extrêmement importante. Hermès fut celui qui apporta le langage aux hommes, qui leur enseigna la communication. Mais ce langage qu'Hermès donna était toujours ambigu.
avec lui on pouvait toujours mentir ou dire la vérité. Cette conscience soulève de profondes questions philosophiques. Si le langage lui-même est le don d'Hermès, et qu'Hermès était le maître du mensonge, à quel point pouvons-nous faire confiance à ce que nous disons ou entendons? Toute communication n'est-elle pas, à un certain niveau, manipulation? Norman Malcolm, philosophe, observe. La nature hermétique du langage signifie que chaque affirmation révèle et cache simultanément la vérité. Quand nous parlons, nous choisissons toujours ce que nous disons et ce que nous ne disons pas. Comment formuler les choses? Ce choix porte toujours en lui la possibilité de la manipulation. La protection des frontières était aussi la tâche d'Hermès. Dans la Grèce antique, l'Hermès, une colonne quadrangulaire avec la tête et le phallus d'Hermès, marquait les frontières, les routes, les limites des propriétés. Ces Hermès protégeaient et marquaient simultanément les frontières. Mais pourquoi Hermès, qui était lui-même le dieu du franchissement des frontières, aurait-il dû être le gardien des frontières? Cette contradiction montre encore une fois la nature complexe d'Hermès. Il respectait et franchissait les frontières simultanément. Il savait que les frontières sont nécessaires pour maintenir l'ordre, mais il savait aussi que parfois, il faut les franchir. Robert Parker, spécialiste de la religion grecque, écrit « Les Hermès symbolisaient que Hermès était à la fois le mainteneur de l'ordre et l'agent du chaos. Cette dualité se reflétait dans toute l'approche de la société grecque antique vis-à-vis des règles et de leurs transgressions. Son rôle dans la sexualité est aussi un aspect intéressant de la figure d'Hermès. Ce fut lui qui s'unit plus tard à Aphrodite, et de cette union naquit Hermaphrodite, qui portait les caractéristiques des deux sexes. Ce mythe exprime symboliquement qu'Hermès dépassa aussi les frontières de genre. Il était le dieu qui pouvait combler toutes les dualités, qui montrait que les choses apparemment opposées sont en réalité connectées entre elles. Wendy Doniger, spécialiste de mythologie et religion, écrit « Hermaphrodite, né de l'union d'Hermès et d'Aphrodite, exprime la profonde vérité que le principe masculin et féminin ne sont pas des opposés, mais des compléments. Hermès a toujours incarné cet équilibre. À la Renaissance, Hermès redécouvrit son rôle central. Les philosophes nous faissent néo-platoniciens, en particulier Marsilio Ficino, redécouvrir les écrits hermétiques, et ces textes eurent une énorme influence sur la pensée de l'époque. Ficino croyait que les enseignements hermétiques contenaient une sagesse ancienne, encore plus ancienne que Moïse et Platon. Cette vision posa les bases de l'idée qu'il existe une sagesse ancienne et universelle qui se trouve dans toutes les religions et systèmes philosophiques. Giordano Bruno, qui mourut plus tard sur le bûcher pour son hérésie, alla encore plus loin. Il enseigna que la sagesse hermétique était en réalité supérieure à l'enseignement chrétien, parce qu'elle dérivait directement de la source divine. Francis Yates observe « Pour Bruno, Hermès Trismégiste était le vrai prophète, qui voyait la vérité divine plus clairement que quiconque. Cette vision rendit naturellement Bruno dangereux aux yeux de l'Église, mais montra que la figure d'Hermès était toujours capable d'inspirer et de troubler les penseurs. Dans la psychologie moderne, l'archétype d'Hermès apparaît comme un aspect spécial du moi-ombre. James Hillman, psychologue jungien qui fonda la psychologie archétypale, s'occupa particulièrement de la figure d'Hermès. Selon Hillman, chacun de nous a un Hermès intérieur qui est rusé, qui ment parfois, qui contourne les règles. Cet Hermès intérieur n'est pas mauvais, mais il est une partie nécessaire de notre complétude. Si nous réprimons cette partie, nous devenons rigides, ennuyeux, et nous perdons notre créativité. James Hillman écrit
Hermès est cette partie en nous qui est joueuse, trompeuse, parfois moralement douteuse. Mais c'est cette partie qui nous permet de nous adapter aux circonstances changeantes, d'être créatifs, de trouver des solutions à des problèmes pour lesquels il n'existe pas de réponse évidente. À l'époque contemporaine, l'énergie d'Hermès est peut-être plus importante que jamais. Nous vivons dans un monde où les frontières changent continuellement, où la communication joue un rôle central, où la frontière entre vérité et mensonge est de plus en plus floue. Hermès nous apprend à naviguer dans ce monde complexe et ambigu. Il nous apprend à ne pas être naïfs, à reconnaître quand quelqu'un essaye de nous manipuler. Mais en même temps, il nous apprend aussi à ne pas être trop rigide, à être créatif et parfois à prendre des risques. L'un des aspects les plus profonds de l'enseignement hermétique est que la vérité n'est pas toujours claire. Parfois, la vérité consiste à admettre que nous ne connaissons pas la vérité. Parfois, la vérité consiste à reconnaître que chaque perspective est partielle, chaque affirmation dépend du contexte. Cela ne signifie pas le relativisme, mais la sagesse. Hermès nous apprend à être prudent avec les affirmations absolues, à être ouvert aux perspectives alternatives et à comprendre que la réalité est toujours plus complexe que nous ne le pensons. David Miller, spécialiste de mythologie et religion, observe: l'enseignement d'Hermès est particulièrement pertinent à l'ère postmoderne, quand nous avons reconnu qu'il n'existe pas un seul grand récit qui expliquerait tout. Hermès l'a toujours su, et c'est pourquoi il pouvait se déplacer librement entre différents mondes. L'histoire d'Hermès parle finalement de comment vivre une vie authentique dans un monde plein de contradictions. Hermès a montré que nous n'avons pas à choisir entre le pur bien et le pur mal. Nous pouvons être complexes, contradictoires et pourtant intègres. L'intégrité dans le cas d'Hermès ne signifiait pas qu'il disait toujours la vérité, mais qu'il restait fidèle à sa propre nature. Il resta toujours Hermès, le franchisseur de frontières, l'intermédiaire, le trickster. Et c'est précisément cette cohérence qui le rendait fiable, même quand il mentait. Du point de vue du développement spirituel, Hermès nous apprend à accepter notre propre ombre. En chacun de nous se trouve le menteur intérieur, le voleur intérieur, le trickster intérieur. Si nous réprimons ces parties, nous ne serons pas des personnes complètes. Mais si nous réussissons à les intégrer, nous obtenons une énorme force et créativité. Lewis Hyde, qui a étudié les figures des tricksters dans différentes cultures, écrit: l'enseignement du trickster est que le chaos n'est pas notre ennemi, mais la source de créativité. Hermès a montré que parfois, nous devons sortir de la zone de confort, franchir les frontières, remettre en question les règles pour être vraiment vivant. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le monde d'Hermès. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, appuie sur le bouton like et partage avec d'autres qui s'intéressent à la sagesse spirituelle. Écris dans les commentaires ce qui t'a le plus surpris dans la figure d'Hermès et de quel autre dieu antique ou enseignement spirituel tu voudrais encore entendre parler. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons ce voyage dans les mystères de la sagesse antique, dévoilant ces vérités qui nous aident à nous comprendre nous-mêmes et le monde dans lequel nous vivons. L'enseignement d'Hermès vit en nous chaque fois que nous franchissons une frontière, quand nous sommes créatifs, quand nous reconnaissons que la vérité est toujours plus complexe que nous ne le pensons.